Eh bien, je vais faire comme toutes les autres conférences. En attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing chez Customs Bridge. Et aujourd'hui, vous participez au Hockey Days. Donc, c'était une première édition de notre événement 100% digital et 100% gratuit qui a commencé hier. Là, vous assistez à la septième conférence, l'avant-dernière, mais une très très importante et très dense dans son contenu. Et aujourd'hui, je serai accompagnée par Marie, avocate, et Valérie Becquet, qui est consultante. Et je vais les laisser d'ailleurs se présenter, puisqu'on a déjà un bon nombre de participants avec nous, et comme ça, on ne prend pas trop de retard. Je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Binquet. Je suis la dirigeante de EC Douane, conseil en douane et déclarante en douane. J'accompagne aujourd'hui Marie Fernet, donc avocate, que je laisse se présenter également. Bonjour à tous, donc je suis Marie Fernet, je suis docteur en droit, je suis avocate depuis bientôt 15 ans, je fais du contentieux commercial et du droit douanier depuis bientôt 10 ans. Droit douanier, accises et fiscalité énergétique et environnementale. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des guerres commerciales et de leurs enjeux et de leurs impacts sur les échanges internationaux. Un vaste programme. Oui, et sujet d'actualité en ce moment. On va essayer déjà, on va faire une définition. Marie va s'occuper de cette première partie, définir avec toute la partie légale, réglementaire, et j'aborderai moi sur un second volet un aspect un peu plus pratique avec de la logistique et quelques influences géopolitiques avec des actualités. On est en plein dedans. Et voilà, j'espère que ça pourra donner quelques pistes, en tout cas de réflexion sur la situation actuelle, sur ce qui nous attend et peut-être sur des solutions à mettre en place. Exactement. Alors, j'ai pas été extrêmement rapide là pour afficher le plan au début, le plan de notre intervention. Donc effectivement, comme le disait Valérie, on va déjà revenir sur le concept même de guerre commerciale, parce qu'on en parle beaucoup dans l'actualité en ce moment. On sent que même dans notre secteur professionnel, c'est un sujet qui revient beaucoup à nos oreilles depuis quelque temps. Mais on va voir les origines, les motivations de ces guerres commerciales à travers quelques exemples, et puis les modalités et comment ça se concrétise réellement dans vos activités, les conséquences donc sur les échanges internationaux, sur les entreprises et les industries, et enfin les enjeux géopolitiques et les stratégies internationales. D'un point de vue systémique, effectivement, la redistribution des alliances commerciales, et puis ce qui se passe concrètement pour les opérateurs économiques et de quelle façon ils peuvent s'adapter à cette situation. Merci, merci Marie. Juste avant de commencer, je rappelle à tous nos participants que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour cette conférence, on va plutôt y répondre en fin de conférence. On a prévu un long moment pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vos claviers, vous pouvez écrire toutes vos questions ou bien interagir directement avec le contenu qui sera mis en avant par Marie et Valérie. Voilà, je te laisse la parole, Marie. Merci beaucoup. Donc, les guerres commerciales, très rapidement, c'est des conflits économiques entre les nations qui sont caractérisés par l'imposition de tarifs douaniers, de quotas, d'autres barrières commerciales. Historiquement, en fait, les États ont toujours utilisé les droits de douane et les droits anti-dumping pour réguler l'accès à leurs marchés respectifs. On a eu des mouvements de balancier entre protectionnisme et libre-échange avec, on le pensait depuis la fin des années 90, un mouvement définitif vers le libre-échange qui a été remis en cause effectivement par le premier mandat de Trump. Et on va revenir sur ce point-là au fil de la présentation. Un exemple classique de guerre commerciale, c'est effectivement la guerre Airbus-Boeing, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, mais déjà très rapidement,
on parle d'imposition de tarifs douaniers. En ce moment, on entend beaucoup parler de la volonté de Trump d'imposer des droits de douane très élevés à peu près tous les pays du monde, hein, soyons honnêtes. Mais un des outils de la guerre commerciale, ce sont aussi les droits anti-dumping. C'est-à-dire que les pays vont appliquer des mesures de défense commerciale pour assurer une égalité de traitement entre les opérateurs nationaux et étrangers. Le dumping, c'est la pratique selon laquelle une entreprise exporte un produit à des prix inférieurs à ceux pratiqués pour le même produit sur le marché intérieur. Et comment on fait ça? En général, c'est parce qu'il y a des subventions par l'État tiers. On a l'exemple classique récent des droits anti-dumping imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois, l'Union européenne considérant que la Chine subventionne son industrie. Donc, les outils des guerres commerciales, les tarifs douaniers, les droits anti-dumping, et puis aussi tout ce qui est suspension et contingent tarifaire qui vont être utilisés aussi dans un but de guerre commerciale. On aura des barrières aussi techniques, hein, oui. Marie, des barrières réglementaires, techniques sur la pratique du produit. Tout à fait. Alors, j'ai encore été pas très efficace dans le déroulement du plan, mais effectivement, on a aussi des barrières techniques, des exigences techniques pour bloquer l'entrée de certains produits dans certains pays, des normes sanitaires, ce genre de choses, qui vont se développer en période de guerre commerciale. Les origines et les motivations des guerres commerciales, elles sont grosso modo de deux ordres, et les deux ordres sont les deux catégories sont très liées. On a des motivations économiques, la protection des industries nationales, la réduction des déficits commerciaux, la promotion des emplois locaux, et puis on a des motivations politiques, notamment le fait de satisfaire, ou en tout cas tenir un discours visant à satisfaire les électeurs, avec une belle faute d'orthographe sur notre slide, j'en suis navrée, les électeurs locaux, et puis des notions d'influence géopolitique et de rivalité stratégique entre les différents blocs mondiaux. Là, on est en plein dedans, du coup, avec Trump qui nous dit, oui, voilà, on est en protectionnisme. On est bien dans cette motivation-là. Alors, exactement. L'actualité extrêmement récente nous montre bien cette motivation, c'est-à-dire que Trump motive la guerre commerciale qu'il annonce par le slogan America's First, qui est qui symbolise en fait l'idée de faire primer les produits américains avant tout, de bloquer l'entrée sur le territoire aux produits d'autres origines. Alors au début, on avait l'air plutôt parti vers une guerre dirigée vers la Chine, le Canada, le Mexique, et c'était moins ouvertement défendu envers l'Union européenne, même si le mandat précédent nous a montré que l'Union européenne était aussi une cible de choix. Oui. Et là, pour le coup, ces derniers jours, très rapidement, on a eu une affirmation très nette du fait que l'Union européenne allait être aussi la cible de cette guerre commerciale et notamment de l'augmentation des droits de douane. Donc effectivement, il y a cette phrase bien connue de Donald Trump qui affirmait que droit de douane était le plus beau mot de la langue. Il y a eu le 20 janvier, immédiatement après sa prestation de serment, un certain nombre de décrets qui ont été pris et un mémo consacré à la politique commerciale qui est en ligne sur le site de la Maison Blanche et qui détaille très clairement cette volonté politique de faire prévaloir les États-Unis sur les autres pays, de défendre le marché intérieur et de rééquilibrer la balance commerciale, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça a été confirmé encore
lors de la conférence de presse du 21 janvier, pendant laquelle Donald Trump a indiqué que l'Union européenne était très très méchante avec eux et qu'ils allaient être obligés de passer par des droits de douane et que c'était la seule façon de faire. Alors sur les droits de douane précisément, le montant, etc., on est encore dans le flou, hein. Les annonces pendant la campagne étaient assez variables. Bon, ça allait de 10 à 25, voire 40%. On ne sait pas encore exactement de quel produit il s'agit, mais on semble bien parti pour qu'il y ait, comme lors du premier mandat de Donald Trump, une hausse des droits de douane sur un certain nombre de produits de l'Union européenne. Pour mémoire, pendant le précédent mandat, il y avait une hausse conséquente sur l'acier et l'aluminium notamment. Les guerres commerciales, ça peut aussi avoir une motivation politique pure. On l'a abordé tout à l'heure et c'est le cas des sanctions de l'UE contre la Russie, c'est-à-dire qu'on va utiliser le commerce international pour sanctionner un pays qui ne respecte pas des principes fondamentaux du droit international ou qui se met en porte-à-faux par rapport au reste de la communauté internationale, etc. Donc, très clairement, et je pense que vous êtes beaucoup à être confrontés à ces sanctions, celles qui nous occupent le plus actuellement, ce sont les sanctions commerciales contre la Russie. Mais on a aussi des sanctions contre la Syrie, l'Iran, etc. Donc, c'est un outil qui est fréquemment utilisé et qui touche généralement des secteurs extrêmement larges et pas uniquement les secteurs militaires au sens strict. On parle là de guerre, donc on a quand même une notion de va-et-vient, d'action et de réponse, un peu comme un match. J'envoie ça, qu'est-ce que les autres peuvent répondre? Quels sont finalement aussi pour l'Union européenne qu'est-ce qu'on a comme outil pour répondre à ça? Exactement, et c'est un des points sur lequel on voit que tout le monde s'interroge actuellement. C'est quelle va être la réaction de l'Union européenne, puisqu'effectivement, hein, au sein de l'Union européenne, les États membres, la France notamment, ne peut pas seule décider de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis, le cas échéant, si des droits de douane particuliers sont mis en œuvre. C'est-à-dire que dans le système actuel, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui peut fixer des droits de douane ou des droits anti-dumping contre les États-Unis, la Chine, etc., en mesure de rétorsion. Mais ce n'est pas la France seule qui peut décider de prendre ces mesures de rétorsion. C'est un point vraiment fondamental, à mon sens, dans la compréhension de la situation, puisqu'en fait, on est certes dans une guerre commerciale, mais dans une guerre commerciale bloc contre bloc, entité contre bloc. Et donc, sur les questions de droit du commerce international, de droit de douane, de politique commerciale internationale, vous le savez, c'est l'Union européenne qui a la compétence. Et chacun va aller un petit peu de son intérêt. On a un autre exemple actuellement avec le Mercosur, où on a des agriculteurs qui sont concernés finalement par la possibilité donc de défendre, encore une mesure protectionniste, mais de défendre le marché de la viande française contre l'ouverture de marché de la Nouvelle-Zélande ou autre, et le Mercosur qui va être donc sollicité. Et là, est-ce que l'Allemagne va finalement pousser ses arguments? Est-ce que la France va pousser les siens? Comment on va trouver un consensus? Finalement, ce sera peut-être à celui qui criera le plus fort. Comment ça va se passer? On aura sur le Mercosur, ça semble assez plié pour l'instant, sans vouloir. C'est une question aussi de rapport de force en interne, et je suis pas certaine qu'actuellement la situation politique de la France permette d'avoir un poids et une crédibilité décisive au sein de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. Mais ça, c'est tout le défi aussi de l'Union européenne, hein, c'est que les États membres ne finissent pas par se faire une guerre commerciale entre eux
et que on maintienne cette unité, puisque une des conséquences des guerres commerciales, et notamment de celles qui s'annoncent avec les États-Unis, c'est certes une réduction du volume commercial mondial, une réorientation des flux commerciaux et le détournement vers d'autres partenaires, la hausse des coûts de production et des prix, les délocalisations, les réorganisations de chaînes d'approvisionnement, mais ça va être aussi, et surtout à mon sens, la redistribution des alliances commerciales et l'influence sur la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que ça va aboutir très probablement à une remise en question du multilatéralisme. Pour l'instant, on est censé avoir un système qui est régulé au sein de l'OMC. On a des accords de libre-échange globaux pour un certain nombre. Il y a fort à parier que ce respect des règles de l'OMC, du multilatéralisme, etc., sera remis en question par l'administration Trump et que ça va aboutir à une réorganisation du commerce international. Des stratégies d'intégration régionale, puisqu'effectivement, le défi pour les organisations intégrées, alors intégrées, c'est-à-dire toutes les organisations internationales dans lesquelles des États ont abandonné une partie de leurs compétences à l'organisation régionale sur certains points. Typiquement, c'est le cas de l'UE, c'est ce que j'expliquais en ce qui concerne les négociations en matière de commerce international. Ben, il va falloir tenir le choc pour ces stratégies d'intégration régionale. Et puis, éventuellement, la formation de blocs économiques alternatifs. Très bien, c'est tout à fait ça. Alors, elle est un peu vite. Oui, c'est totalement involontaire. Je reviens en arrière. Je te remets où on en était. Excuse-moi. Alors, eh bien, merci. C'est une parfaite transition pour ces réorganisations de blocs. Donc, on a l'Union européenne, hein, donc un bloc stratégique. L'Union européenne, pour savoir, on a quand même donc un des outils sur lesquels on peut s'appuyer concrètement, c'est des accords commerciaux donc que la force de l'Union européenne a eu pour contracter avec différents États des facilités qui nous ouvrent des marchés. Et donc là, on voit donc à ce jour 2025, donc c'est des rapports de la douane pour fin 2024, 44 accords commerciaux avec 79 partenaires. On est quand même sur, pour le moment, donc 44% des échanges commerciaux mondiaux. Mais on n'a pas que ce seul accord. Marie, s'il te plaît, on va passer à la slide suivante. Il existe donc d'autres groupes et des groupes dans des groupes. Donc sur la redistribution donc des alliances commerciales et des alliances donc sur la gouvernance mondiale, on va avoir on reprend nos deux combattants US et Chine. Pour les États-Unis, un exemple de relation avec un groupement différent de l'Union européenne. On a l'AGOA. Donc l'AGOA a été conclue dans les années 2000, qui donc permettait aux produits africains de pénétrer sur le marché des États-Unis donc en franchise de frais de douane. Là, on a bien compris, Marie nous en a parlé, la possession, le retour de Trump annonce donc des menaces dites, en tout cas non dissimulées, et plus précisément pour cette AGOA, j'ai rajouté le petit exécutif donc de l'information qui est arrivé donc le 20 janvier. Eh bien, des enquêtes vont être lancées sur ces pays, à savoir s'ils collaborent avec la Chine ou la Russie. Et si c'est le cas, Trump a dit que les relations seraient susceptibles d'évoluer. Donc là, on est vraiment sur le tangible, donc des accords qui normalement sont quand même étendus depuis 2000 et sont en voie d'être redistribués. La Chine, elle aura des accords bilatéraux, c'est-à-dire en direct, mais la Chine fait également partie d'un autre groupement, les BRICS,
qui est aussi qui est une masse importante de forces de négociation. Donc, dans les stratégies d'intégration régionale, donc on aura les BRICS, on aura la ZLCAF, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui fonctionne sur le même procédé que l'Europe. On a aussi des émergences autour donc de l'Inde, hein, c'est la géopolitique vraiment, mais cette zone, et l'Asie du Sud-Est également qui bouge énormément et qui prend plus de place finalement sur les marchés actuels. Marie, s'il te plaît. Donc, je vous parlais des BRICS. Pour reprendre quand même le volume, on parle là de 4 milliards de personnes. C'est-à-dire qu'habituellement, donc, on a toujours eu ces mêmes acteurs, la Chine, la Russie, l'Europe. Là, c'est des nouveaux acteurs, des nouveaux joueurs qui rentrent sur le terrain. 4 milliards de personnes pour les BRICS, c'est 46% du PIB national. Et à l'intérieur, donc je disais dans des groupes, les pays de la ZLCAF, certains dont j'ai parlé juste avant, font aussi partie des BRICS. Marie, s'il te plaît. Et la ZLCAF a été donc mise en place, déjà initiée en 2019. Un peu du mal à se lancer parce que voilà, c'est quand même une grosse machine. Mais on peut déjà dire en 2025, on est parti de 24 pays qui avaient ratifié en 2019 et en 2025, on en est à 47 avec deux pays de plus, qui se sont donc rajoutés à l'accord de la ZLCAF. Donc, imaginez, on a un territoire comme l'Union européenne avec la facilité au final maintenant de pouvoir donc circuler les marchandises en libre circulation et beaucoup de pays ces derniers temps sont en train de libérer même la libre circulation des personnes en supprimant les passeports d'un pays à un autre. Voici pour la ZLK. Ça a donc un autre impact. Donc toutes ces réorganisations et toutes ces influences, c'est que là je vous ai donné l'exemple de l'investissement de la force de la Chine qui nous a qui redessine donc ce terrain de jeu que les grandes forces ont travaillé à essayer de reconquérir, toujours pour la même chose, les objectifs et les enjeux commerciaux. Donc là, on a une redistribution des alliances avec les pays, avec le développement des ports. Aujourd'hui, le port de Tema, c'est 1,905 millions de VP, c'est historique. C'est la première fois qu'on a un tel record sur un port. Et la construction donc de développement multimodal, c'est-à-dire donc en logistique, on entend toujours parler dans le commerce international de déplacement par la mer. En Europe, on a cette chance qui fait qu'on a les pays qui sont connectés les uns aux autres. En Afrique, c'est pareil, mais maintenant, on a aussi le développement des routes et des voies de chemin de fer. Là, vous voyez, donc sur les chemins de fer, on a un Alger-Cape Town, on a un Tripoli-Cape Town, on a un Dakar-Djibouti. Voilà, c'est vraiment un système de fonctionnement qui s'est ouvert en tout cas au commerce. C'est Trop rapide. Et je vous parlais de l'influence de la Chine, donc c'est eux qui arrivent à un petit peu, la Chine, l'Inde et les États-Unis, bien sûr, tous les trois arrivent tous trois à finalement dynamiser ces échanges. Et là, j'ai découvert depuis peu, donc même en Europe, on a donc donc on va pas faire de la pub pour tout le monde, mais bon, on a un des opérateurs économiques européens qui maintenant met en avant un transit time, c'est-à-dire un temps de transport de 16 jours entre l'Europe et la Chine par voie terrestre. Voilà, toutes ces guerres, les guerres sur la mer Rouge et autres, ont eu à façonner, à pousser les opérateurs à trouver d'autres solutions. Donc, je vais m'appuyer sur le point d'un de nos collaborateurs, de Ruder, donc qui a avec son équipe a très bien, je trouve, résumé ce qui nous attend pour 2025.
Donc, on a un scope qui se précise donc sur les routes maritimes, le conflit de la mer Rouge, le conflit du canal de Suez, qui se libère un peu, mais on a le canal de Panama. D'ailleurs, est-ce qu'il a donné une nouvelle information, Marie, Trump, sur le canal de Panama? Non, pas vraiment. Hein. On reste toujours dans les déclarations à voir si intempestives et peu claires. D'accord. Bon, on verra s'il se réactive ou s'il le laisse. Mais en attendant, on sait déjà que sur le canal de Panama, des frais supplémentaires sont en route. Certaines des compagnies ont décidé, en tout cas une, pour la plus connue chez nous, la CMA-CGM, a pris sur elle donc de prendre la charge de ce coût supplémentaire pour ces opérateurs. Mais on voit quand même, malgré toutes ces guerres, une augmentation générale du fret mondial de 7%. Alors qu'on sait qu'on est sur des évolutions d'infrastructures portuaires, ferroviaires, comme on l'a vu sur les slides un peu plus tôt, avec donc cette dynamique chinoise qui s'appelle donc Belt and Road Initiative. Donc, rajouter des investissements pour pouvoir faire en sorte que la logistique soit plus fluide pour augmenter le volume commercial, augmenter le volume de circulation des marchandises. De nouvelles alliances aussi sont en route. Là, je vous ai mis un exemple. Donc, Costco Shipping, qui est une compagnie chinoise, qui vient d'ailleurs d'être blacklistée par les États-Unis, donc avec des suspicions donc encore un autre levier de guerre commerciale, encore un autre levier de sanctions en tout cas, qui vient donc d'être notifié comme une compagnie susceptible de faire du transit d'armement. Et Evergreen, taïwanaise, donc on a encore une émergence donc sur ce secteur maritime qui est généralement à pavillon panaméen pour le plus gros des troupes. Et là, voilà, on voit des arrangements, des alliances pour pouvoir refaçonner tout ça. On avait donc ce gros point d'inflation et déflation qui fait qu'il y a notre coût de transport qui change énormément. On a l'inflation générale, quoi qu'il en soit, mais on a donc des facteurs tels que la hausse des droits portuaires, la concentration des marchés, donc qui joue sur les prix, les situations géopolitiques dont on venait de parler, de nouveaux éléments, c'est-à-dire des nouveaux points de tension, de sécurité par exemple, donc contre les cyber-risques qui sont de plus en plus nombreux, des attaques qui sont de plus en plus nombreuses, mais aussi des incendies dus à quoi? Dû à plus en plus de transport de batteries de lithium qui parfois explosent, qui parfois endommagent des bateaux, des cargaisons et environnementaux où on aura aussi des pressions supplémentaires sur les accords européens aussi. Nous, on fait attention en Europe à toutes ces règles environnementales et ESG que certains pays ne font pas trop le cas, comme le travail des enfants. Voilà, mais ça, c'est pour ces premiers aspects-là qui pourraient faire augmenter le prix du transport par voie maritime. Et à l'inverse, je vous dis Marie, pardon, là sur on a une partie qui fait augmenter le prix et cette deuxième partie avec la deuxième petite flèche jaune qui descend, ce serait donc des facteurs qui pourraient faire descendre le prix. Ce serait donc le retour à la normale en mer Rouge. On s'en rapproche un petit peu. En tout cas, on va plus sur la paix que sur l'intensification des actions. Et donc, une situation qui reviendra à la normale et avec une hausse des prix, donc des droits de douane, donc des techs entre l'US et la Chine. Tout ceci devrait ramener une baisse du trafic, avec quand même une offre qui reste plus qu'importante, devrait amener une modération du coût de transport. Donc, ça encore, ça reste à voir, mais le schéma s'annonce comme ça. Merci. Donc là, je vous ai montré sur le prochain slide, finalement, la présence chinoise
parce qu'il était important de voir donc sur la logistique multimodale leur implantation. Il n'y a que sur 2 points où ils sont simplement opérateurs, mais je vous les ai mis sur les côtés parce que même en étant que simplement opérateurs, ils arrivent à être présents donc au Soudan dans le transport du pétrole, sur les investissements pétrolières soudanaises, et à Lomé, donc au Togo, qui est le 2e port de l'Afrique de l'Ouest, on a cette présence logistique importante. Donc là, on parle vraiment de facilitation du transport des marchandises. Merci pour ce slide. Je tenais à vous remonter cette info. Donc ça, c'est très bien construit. La répartition donc des investissements entre les US et la Chine, nos deux challengers. La Chine, historiquement, investissait beaucoup moins que les États-Unis. Aujourd'hui, les tendances sont largement inversées depuis 2009 maintenant. Et on a une augmentation de 1900% depuis les années 2000, et rien qu'en 2023, 113% d'augmentation. Donc, ils sont en global à 4 fois plus que ce que payent les États-Unis. Je vous parle de ça parce que sur le dernier petit exemple, on a messieurs Gates et Bezos qui ont donc mis en route un plan à 537 millions de dollars quand même pour l'exploitation minière des minéraux critiques. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'America First. Marie, on est d'accord, c'est-à-dire que normalement, ils vont faciliter le trafic, ils vont faciliter l'entrée de la matière pour des opérateurs qui ne seront pas identifiés comme des opérateurs, comment ils les appelaient, étrangères et d'origine préoccupante. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire ce qui va servir au mieux l'économie américaine. Et dans ce point de vue-là, la Chine est, je ne vais pas dire un ennemi, mais voilà, c'est préoccupant. Très largement, et dans ce sens, ces messieurs ont donc décidé d'investir très largement en Angola, et donc finalement ne plus réduire cette dépendance de matières premières critiques à la Chine, en allant finalement récupérer directement ces matières sur le continent et pouvoir les faire rentrer en tant que matières entre guillemets déjà américaines. Donc là, on voit comment ils s'organisent et comment ils arrivent finalement à appuyer sur des leviers pour ne pas se priver de cette matière critique qui augmente de 30%, dont les besoins augmentent assez rapidement, mais tout en étant sourcés et en se sourçant directement. Merci pour cette slide. Je vous ai donc, sur la répartition, la présence chinoise est très largement rétablie, donc présente sur l'Afrique. Et sur les derniers accords, sur les dernières informations des déclarations, Trump a annoncé la suspension des aides à l'étranger pour 90 jours, particulièrement en Afrique. Et il a aussi démantelé une action de son prédécesseur, Biden, qui avait donc mis en place un conseil d'engagement de la diaspora africaine. Donc, oui. Oui, et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que tous ces instruments de guerre commerciale ont des conséquences sur la redistribution des alliances commerciales et des équilibres commerciaux mondiaux. Voilà, donc je termine moi sur ce partir pour mieux revenir, on verra, parce qu'on sait que Trump est un petit peu dans sa facilité de pouvoir faire du teasing, on ne sait pas trop où on va le retrouver. Là, j'ai demandé du coup à ChatGPT, je l'ai testé pour le coup, je me suis dit ça pourrait être sympa, de lui demander de faire une synthèse donc des échanges globaux. Donc sur le territoire par région. Donc on a clairement identifié les États-Unis, l'Asie, l'Europe, l'Afrique
Donc, pour les chiffres de l'OMC, on a dernièrement donc l'Asie avec 43% donc d'export. L'Europe donc contribue à hauteur de 44%. L'Amérique du Nord, même si elle a pris un regain donc de 17% sur son activité habituelle, on est à 12% du global. Je voulais aussi relever donc les exportations de l'Inde vers les USA. Donc là, on repart, c'est une nouvelle alliance un peu plus forte. Donc de 18% donc vers les USA. Et même si ces ressources à l'Inde sont majoritairement fournies en Chine à hauteur donc de 15%. Voilà, et en plus, elle dispose donc de cette organisation, de cette position géopolitique où elle est avec son accès avec la mer, avec l'océan Indien, donc pour descendre sur l'Asie du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. Voici donc pour peut-être donc le challenger. Ça se joue sur le même terrain, ils sont sur le même terrain commercial, de guerre commerciale. C'est l'Afrique qui est en ce moment de toute façon le terrain de cette guerre en général, en tout cas sur les matières premières. Et là, on voit apparaître donc un challenger. Ce sera donc l'Inde, peut-être le sujet d'une autre conférence, on verra. Mais voilà, on a ce troisième interlocuteur et ce troisième challenger qui apparaît sur le jeu de ce terrain de guerre commerciale. Et quelles sont les influences du coup, Marie? Je te laisse faire les impacts donc de cette guerre. Impacts. Alors effectivement, c'est tout ce qu'on vient de voir là. La modification du point de vue quant à la coopération internationale et à l'organisation du commerce international. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise dans un monde multipolaire avec des tensions commerciales croissantes? Comment est-ce que, parce que moi c'est aussi ce qui m'intéresse, comment est-ce que le droit, déjà quel droit organise cela? Comment ça se met en place? Est-ce qu'on va avoir une augmentation des traités bilatéraux? Est-ce que l'OMC va continuer à être Est-ce que l'OMC va pouvoir réguler ces différents commerciaux efficacement? Tout ça, c'est des questions qui se posent. La question, effectivement, alors du retour du protectionnisme, qui a commencé de longue date. J'ai bien noté la nuance, j'avais été un peu rapide tout à l'heure, mais il y a eu effectivement une accélération dans les rapports USA-UE qui nous préoccupe quand même particulièrement, une accélération avec le premier mandat de Trump. Joe Biden a modulé un petit peu, mais tout en restant quand même, s'il était moins friand de barrières commerciales vraiment visibles telles que les droits de douane, il y a quand même eu un recours très très fort à la subvention de l'économie américaine, ce qui est une certaine forme de protectionnisme. Donc la question, c'est quand même comment se préparer en tant qu'entreprise française, européenne, et comment faire face à ces mouvements-là. Et puis effectivement, de façon plus générale, sachant que c'est toujours mieux de vivre et de faire du commerce dans un environnement stable, comment est-ce que ces guerres commerciales vont modifier profondément les dynamiques économiques et politiques mondiales? Et on sait que l'incertitude sur le droit applicable, sur les taxations, etc., est toujours un facteur de difficulté pour le commerce en général et le commerce international en particulier. Et c'est aussi, je dirais, l'opportunité finalement de redonner la donne, de repartir. Là, on est sur la possibilité, voilà, de reprendre les contrats, de renégocier. Ce n'est pas finalement qu'un paysage anxiogène. On a aussi sur les accords commerciaux avec l'Union européenne. On a à venir, ils sont en train de travailler dessus encore, on a l'Australie, on a l'Indonésie, on a la Thaïlande, l'Inde également, qui pourrait donc bénéficier bientôt d'accords préférentiels, et les Philippines. Et plus spécifiquement
à mon sens, alors je sais bien que c'est un biais d'avocate pour le coup, mais je pense que ça doit être vraiment l'occasion face à ces règles changeantes et à ces incertitudes de réfléchir réellement à ce qui est mis en place, réfléchir réellement aux accords contractuels, réfléchir, se demander réellement d'ailleurs si on a réfléchi à ces questions-là ou si on s'est peut-être laissé porter par l'habitude, par la pratique, etc. et faire des choix juridiques, douaniers, fiscaux, etc., réellement éclairés et saisir l'occasion de faire ça. Et comme le disait Valérie, effectivement, examiner le bénéfice qui peut être tiré des accords préférentiels, travailler peut-être réellement sur l'origine, vraiment se poser toutes ces questions-là, parce que je pense que c'est effectivement crucial. Oui, je suis totalement d'accord sur ce point-là, et on va avoir donc une méthodologie donc de reprendre, de se réauditer, de vérifier si on va sourcer correctement. On a des contraintes sur le droit européen pour l'entrée de nos marchandises, mais on a aussi finalement des ouvertures qui sont offertes pour pouvoir permettre à notre marchandise d'être exportée vers d'autres destinations, d'aller conquérir d'autres marchés, et ça doit être force. Voilà, les sociétés européennes et françaises doivent être force d'adaptation, et s'appuyer surtout parce qu'on a aussi des politiques protectionnistes, s'appuyer sur, là je vais le dire en pratico-pratique, contacter votre PAE, votre pôle d'action économique, les cellules au conseil des douanes, qui peuvent vous accompagner aussi là-dessus. Pour la mise en pratique, ils s'arrêteront là. Là, vous avez besoin, vous appelez Marie ou vous m'appelez, mais vous avez besoin de reprendre vos autorisations douanières, toutes les facilitations qui sont données aussi par des OOA avec des facilitations juridiques, et aussi avec donc la mise à jour de vos accords. Vous avez le Kenya qui est rentré dernièrement donc sur la liste des accords avec l'Union européenne. Vérifiez par exemple que vous avez vos autorisations à jour avec les nouveaux pays entrants sur ces accords. Je laisse reprendre sur ces adaptations, Marine. Écoute, je pense que globalement là, on a fait le tour. Je pense vraiment que c'est ce qu'on, enfin, on est d'accord toutes les deux sur ce point-là. Les guerres commerciales qui semblent s'annoncer, je ne veux pas, mais bon, vu les déclarations récentes des USA, on semble quand même se diriger vers un nouvel épisode de hausse des droits de douane, etc. De toute façon, voilà, on a à l'échelle de l'entreprise, si la législation, si la réglementation change, on n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. En revanche, il faut savoir utiliser les règles quand c'est possible. Donc pour cela, déjà, il faut les connaître. Exact. Il faut faire un travail de veille. Il faut faire un travail d'analyse et il faut réfléchir. Alors, je sais bien que c'est facile à dire de ma place d'avocate, hein, mais il faut réfléchir aux stratégies qu'on met en œuvre et voir si réellement on a pris des choix. Je pense que c'est vraiment une chose qui revient souvent. Est-ce que réellement on a fait les choix en conscience ou est-ce qu'on a poursuivi des choses qui se faisaient? Est-ce qu'on continue selon un tel modèle? Et c'est peut-être l'occasion, là, vu le contexte économique et douanier, de remettre en cause un certain nombre de pratiques dont on ne connaît pas forcément les justifications. Voilà, je sais pas. Alors, je sais pas, Valérie, si tu veux ajouter quelque chose. Alors, je terminerai par que ce soit la taille, peu importe la taille de l'entreprise, même si un entrepreneur peut être tout seul et seul à confronter à ce genre de questionnement. Donc, je disais, il peut avoir le PAE, mais dans la structure et dans l'entreprise, il est important de se parler. Souvent, malheureusement, pour les questions douanières, on va dire, c'est le service achat qui s'en occupe. On n'est pas concerné, alors que le DAF va venir très gentiment dire mais ok, est-ce que vous avez mes justificatifs fiscaux pour ma TVA? Une raison de plus, encore une fois,
pour la matière douanière, il est important que le commercial ne passe pas un contrat sur une destination sans s'être renseigné avant, à savoir, voilà, ben là, on va avoir des modifications sur les droits de douane. Ok, je l'achète un peu plus cher à côté, mais il rentre sans payer des frais de douane. Donc voilà, c'est le moment. Repensez aussi, mais surtout prenez cette bonne habitude de travailler tous ensemble. Alors, oui. Ouais, on a fini. Oui. Alors, on a Dominique qui veut prendre la parole. Dominique. Je crois que votre micro est éteint, Dominique. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Merci, je vais intervenir en tant que directeur régional des douanes honoraires et puis professeur à Assas sur cette matière. Alors, moi, je félicite effectivement ce travail qui a été fait rapidement parce que vous avez effectivement une évolution sur lesquelles on a du mal à se prononcer, bien sûr. Il n'y a que des hypothèses de travail, mais je vais vous faire comme je vais faire pour les entreprises quelques compléments. Le premier aspect, c'est que vous avez beaucoup insisté sur effectivement Trump, et on sait que bien c'est un provocateur. Donc, on n'a pas à être totalement inquiet, même si c'est anxiogène, parce qu'on va rentrer dans des phases de négociation. Donc, on n'aura pas, peut-être pas, les mouvements que vous avez indiqués, tout ça, on le verra. Mais plus important, premièrement, dans les négociations, puisque ça va être le mot essentiel, notamment avec l'Union européenne. Comme ils nous cherchent, c'est pas nouveau, vous l'avez indiqué sur le mandat. Je voulais rappeler quand même que ça, c'est un élément effectivement important de connaître les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. Parce que, comme vous l'avez indiqué, il ne peut pas y avoir une négociation nationale, il n'y a pas de souveraineté à ce niveau-là. C'est la Commission européenne qui gère à la fois les accords de libre-échange et la politique commerciale, avec évidemment l'OMC, on y reviendra. Et donc là, il faut savoir qu'on a une difficulté que notre président a essayé de contourner avec un rapprochement avec l'Allemagne, parce que les pays qui exportent le plus, c'est quand même l'Allemagne avec 157 milliards, et en deuxième, c'est quand même l'Italie, c'est 63 milliards. Ensuite, il y a l'Irlande qui a 51 milliards, et ensuite, il y a la France. Ce qui veut dire, vous en doutez, qu'il y a des pays qui vont être beaucoup plus réticents à avoir une position dure, hein, comme vous l'avez indiqué, et donc cette négociation au sein de l'Union européenne, c'est un vrai souci pour pouvoir avoir des positions extrêmement fermes vis-à-vis effectivement des États-Unis. Donc, il faut seulement qu'on intègre ça. Ça veut dire effectivement que c'est un des éléments essentiels parce qu'on a fait le marché commun, sans doute un élément politique nouveau, et on verra comment on peut se prononcer. Après, chaque entreprise est libre de contracter. Oui. Le deuxième aspect que je voulais vous indiquer, c'est alors le fonctionnement de l'Union européenne. Parce que vous avez dit qu'on peut être inquiet là aussi sur le Mercosur et les accords de libre-échange sur lesquels je partage, on peut les développer à l'infini, mais si on les a développés à l'infini, c'est parce que effectivement l'OMC a perdu effectivement de son pouvoir. On y reviendra, donc je veux indiquer ça. Et puis il faut savoir que le contexte actuel au niveau français ou de certains pays, il n'est pas profondément pour les accords de libre-échange. Là, on peut dire pour les entreprises, à l'export, c'est effectivement extrêmement intéressant un accord de libre-échange. La douane, elle fait tous ses efforts pour effectivement pousser, enfin la douane et la direction du Trésor, pour pousser les entreprises à le faire, à condition effectivement qu'il y ait l'approche miroir. S'ils ne respectent pas à l'entrée, si on a des problèmes avec les normes, on aurait une difficulté. Mais, comme vous le savez, on a effectivement la France, elle est déjà touchée puisque il y a le cognac, le champagne,
Oui. et une partie de l'agroalimentaire, et puis en plus, après, c'est la cosmétologie. Mais par contre, on a de grandes difficultés à l'import. Et on sait qu'on est allé trop loin et qu'on a une opinion publique qui ne peut plus supporter un certain nombre de choses. Ça, il faut le mettre dans les débats. Donc, dans ces accords de libre-échange, on en arrive au Mercosur. Je suis moins inquiet que vous, puisque Je ne suis participe. pas inquiète. Oui, je ne pense pas qu'on ait dit qu'on était spécialement inquiète. Hein. Je On ne a suis pas inquiète. Non. Alors, justement du positionnement d'une partie de l'opinion publique et d'une partie du tissu économique. Voilà. Et encore faut-il que sur les agriculteurs, je pense qu'il faut nuancer, parce que certains agriculteurs seront très contents de pouvoir exporter avec moins de droits de douane. oui, non, mais Les viticulteurs, par exemple, je ne pense pas que le Mercosur les gêne beaucoup. attendez, je ne voulais pas vous parler de ça parce que j'ai entendu que vous êtes pessimiste ou optimiste. Je sais pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas le débat. Je voulais vous dire que, par contre, où vous étiez un peu pessimiste, c'est effectivement sur la nécessité pour pouvoir contraindre actuellement un accord qui a été quand même déjà voté, il faut une minorité de blocage. Et donc là, on a quand même des espoirs parce que, on a l'Italie qui est effectivement assez favorable comme nous. Il faut 4 États membres pour bloquer. Donc, on a encore de l'espoir. On a à la fois l'Italie, on a d'autres pays, y compris l'Autriche et la Pologne arrive à la présidence de l'Union européenne. Donc ça, c'est un deuxième point que je voulais intégrer, parce que je pense que le Mercosur, à l'époque actuelle, dans le contexte économique difficile de la France, du Royaume-Uni, bien sûr de l'Europe et de l'Allemagne, on sait effectivement qu'il y aura un certain nombre de problèmes sur cet aspect. Donc ça, c'était un aspect que je voulais vous indiquer globalement. Et le troisième point, le plus important pour les entreprises, c'est ce que vous avez signalé. C'est-à-dire que ce que l'on fait tous ensemble, c'est maintenant d'avoir la nécessité de donner une information aux entreprises le plus tôt possible. Oui, on peut peut-être Les d'ailleurs enjeux douaniers sont la voix sur maintenant un élément stratégique et dans l'économie, et donc il faut effectivement les aider. Et là, c'est ce qu'on fait, en sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la nécessité d'aider les entreprises, c'est avec effectivement la mission économique de la douane et cette cellule conseil. Exact. Et puis, bien sûr, Custom Break, l'audace, tous ceux qui y concourent. Mais là, il faut insister sur la nécessité qu'avant, encore plus dans les mois qui vont venir, il faut absolument que les entreprises se rapprochent des experts avant effectivement de se lancer à l'exportation. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, Merci. écoutez, je pense que je peux effectivement vous remercie très sincèrement pour cette intervention extrêmement intéressante qui vient effectivement confirmer, je pense, notre conclusion et les points développés. Et j'en suis vraiment extrêmement heureuse. Et donc, est-ce que dans la salle, y a-t-il d'autres questions et d'autres interventions? Des questions d'entreprise peut-être qui auraient Oui. N'hésitez pas à poser vos questions directement en chat ou à lever la main si vous souhaitez intervenir directement. Tout à fait. En plus, on a la chance d'avoir un personne des douanes donc qui est déjà intervenu juste avant, qui pourra peut-être compléter aussi si vous avez des questions techniques. Profitez-en. Et c'était un domaine, c'était un sujet assez intense. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si dans la salle, enfin dans la salle derrière l'écran, vous souhaitez nous répondre. Mais je me demandais si j'ai l'impression que cette question des guerres commerciales, on l'évoque beaucoup dans la presse, on l'évoque aussi dans nos rencontres professionnelles, etc. Mais je me demandais si, en pratique, dans vos échanges au sein de l'entreprise, dans vos réflexions, dans votre travail, vous preniez en compte ces questions-là, si c'était des questions que stratégiquement vous commenciez à aborder ou si pas du tout et c'était pas encore intégré dans les process de réflexion. Vraiment, vous pouvez répondre dans le chat, hein, je vous laisse, mais c'est vraiment pour avoir une idée. Oui, parce qu'on est dans le pratico-pratique. Là, on est sur, on vous a présenté finalement un aspect assez réglementaire
On a essayé de vous donner une photo à l'instant T de ce qui se passe et des évolutions un petit peu, des relations qui sont un peu changeantes, de ce monde multipolaire qui se met en place. Et maintenant, voilà, il faut pouvoir le voir dans la stratégie d'entreprise. Oui, je vois ça qui est très surveillé, très bien. Et pouvoir maintenant le mettre en pratique. On a d'autres sujets qui sont aussi contraignants donc pour le commerce en Europe. On avait parlé de la déforestation ou du MACF, donc du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, avec aussi ce besoin de finalement un peu plus cadrer les activités de manière environnementale. Mais oui, alors je vois qu'il y a des réponses. Sujet majeur des décisions stratégiques de l'entreprise très surveillée, donc par mon service. Merci Eve et Yasmina. Donc on prend en compte les risques à venir et les règlements qui peuvent changer nos organisations ou le calcul de nos droits de douane. Exactement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire avec le sourcing et instaurer une veille. Tout à fait, ce que tu disais, Marie. Oui. Voilà, donc oui. Prendre d'autres cas. Mais oui, je me doute bien, Yasmina, que c'est pas toujours simple à mettre en pratique parce que déjà, on le sait, alors pour être juriste, déjà, le juriste a parfois un peu de mal à se faire entendre dans une organisation et je pense que la douane, c'est presque pire. Oui, mais voilà. Je vois quelque chose de sympa dans les commentaires, c'est-à-dire que de plus en plus suivi par la direction, beaucoup de veille, donc ça, bravo. Et c'est vrai que l'implication donc de la direction qui va se poser des questions à un moment, mais qui va laisser le service achat, les services un petit peu se batailler tout seul, ou pour les petites structures, voilà, se poser toutes ces questions en même temps, finalement. Donc oui, ce n'est pas intégré dans les choix stratégiques de la PME dans laquelle je travaille. Nous subissons plutôt et nous nous adaptons à chaque nouvelle situation et les aspects douaniers restent l'affaire du service export. Voilà, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Et on a du mal à transversaliser. Oui, j'espère que la direction peut recevoir maintenant ces informations et vous pouvez vous orienter auprès des PAE, donc des services des douanes qui peuvent un petit peu vous donner 2-3 pistes de réflexion. Oui, des pistes de réflexion, d'orientation. Eve, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire en vous lisant tous là, c'est que sur d'autres sujets en douane, on avance souvent beaucoup plus rapidement quand il y a un contrôle douanier et qu'on est obligé de s'adapter. Et donc là, bon, c'est plus difficile, mais je pense qu'effectivement, quelques factures surprises et ça permet d'avancer. Je pense aussi, Valérie disait de s'orienter vers les PAE. Alors évidemment, ils sont là pour ça et en plus, vous ne les payez pas et tout. Je pense aussi, on abordait le sujet là marginalement dans le chat, mais je crois aussi qu'il y a de vraies questions à se poser sur les process internes. Alors, je ne vais pas vous faire de l'autopromo, mais je pense que les audits internes par des avocats spécialisés en douane notamment sont vraiment une bonne façon de remettre les choses à plat. Même, vous pouvez le faire en interne aussi, je pense. Vous avez en général déjà une vision des choses, mais voir si réellement, est-ce que c'est pris stratégiquement dans la politique de l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment juste une question technique gérée par le service export, le service achat? Et personnellement, et je pense que Valérie, tu seras d'accord avec moi, je pense que c'est de plus en plus difficile de faire de la douane uniquement techniquement. Et on le voit, c'est ce que disait Valérie avec le MACF, la déforestation, etc. On a de plus en plus de sujets qui ne sont pas de la douane pure, mais qui doivent être pris en compte et pour lesquels il faut avoir une vision globalisée du sujet. Qu'est-ce qui déclenche le contrôle de la douane? Alors, qu'est-ce qui déclenche les contrôles de la douane? Ça dépend, ça dépasse, comme on dirait. En la matière, là, sur les guerres commerciales, ça va. Enfin, c'est pas tout à fait notre sujet. Vous avez eu d'autres interventions, mais il y a plusieurs choses. Il y a soit votre conteneur arrive, on l'ouvre parce que voilà, on ouvre celui-là, on en ouvre quelques-uns, et on s'aperçoit en l'ouvrant que le produit, l'administration considère que la déclaration, la position tarifaire n'est pas celle que l'administration aurait voulu défendre, que tel ou tel autre point
telle partie de la réglementation n'est pas respectée. Ensuite, il y a des contrôles a posteriori, c'est-à-dire que tout se passe bien pendant des années, ça entre, ça sort, tout va bien, etc. Puis un jour, contrôle douane sur tel point, je sais pas, alors moi je ne travaille pas à l'administration, je sais pas comment c'est déclenché. Je pense qu'il y a parfois, sous le contrôle de notre ancien membre de l'administration des douanes, mais très clairement, on voit des contrôles par thématique. De temps en temps, enfin nous, ça nous remonte dans les cabinets, toute la même question, la même thématique est contrôlée dans toutes les entreprises d'un secteur. Voilà, je ne sais pas si c'est délibéré ou si c'est parce que… Je vous inviterai, Marie, du coup, à écouter l'intervention du webinaire qui s'est tenu juste avant nous. Oui. Vous l'avez en replay, hein, Hélène, tu confirmes, vous avez abordé le sujet et je crois que c'est Karine qui a abordé, en tout cas, qui a donné des éléments. Consultez le replay précédent, oui, vous avez aussi pas mal d'informations sur votre organisation et sur l'importance du contrat. L'importance du contrat, ça aussi, Marie, tu seras d'accord avec moi. Tout à fait. Sur l'importance du contrat, votre relation avec votre transitaire, vous êtes déclarant aussi votre relation avec oui. votre chargeur et s'assurer qu'il vous donne toutes les bonnes informations, qui fait qu'il y aura aussi une cohérence dans vos déclarations en douane, qui fait que ça n'attirera pas le scope de la douane en se disant ah là il y a des incohérences un peu trop souvent, qui parfois du coup déclenchent des contrôles en douane. Voilà. D'autres questions? Ouais, d'accord, oui. Donc du coup, dans les dossiers ATI, Pierre également. Donc oui, consultez les replays. Je pense que ça va être des pépites d'informations à prendre le temps de réécouter. Donc merci à Custom Bridge pour cette invitation en tout cas et pour cette possibilité de nous offrir une source d'information dans tous ces replays. Encore merci. Sans modération, exactement, Hélène. Oui. Alors, on a 2 questions. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou… Non, c'est bon. On a des questions. Je pense que les questions, vous les avez toutes abordées. Je suis en train de refaire le fil d'actu. Non, j'ai cru qu'il y avait une main qui se levait, mais en fait, c'était un petit clap. Donc, merci beaucoup. Non, mais effectivement, Valérie, ce que tu disais, hein, les contrôles, on en a pas mal parlé. Alors, on n'a pas eu une thématique uniquement sur ça. Quoique, on a un podcast spécifique au contrôle douanier sur notre chaîne Les Innovateurs de la douane, qui est fait en collaboration avec Sylvie Mixarek, notre experte en réglementation douanière. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur Headliners, sur plein de plateformes d'écoute. C'est aussi une source d'information qui est gratuite. Mais on en a parlé aussi beaucoup hier sur toutes les conférences. Donc, n'hésitez pas à regarder les replays qui seront disponibles sur votre espace participant. En tout cas, merci à tous. Merci Valérie, merci Marie. C'était hyper instructif et c'était très facile à comprendre malgré la complexité du sujet. Donc ça, c'était quand même un sacré challenge. Super. Bon, merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup.